Cette semaine à Vidéoterreur, Lovecraft au cinéma. Bienvenue à Vidéoterreur. Cette semaine, on parle de Lovecraft au cinéma. Et pour en parler, j'ai comme à chaque semaine M. Jimmy Franqueur, spécialiste et fan fini de films d'horreur. Bonjour Jimmy. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Lovecraft au cinéma, un thème particulier. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Howard Philip Lovecraft? Ben, c'est un écrivain américain qui est né en 1890 et il est mort en 1937. Oui. Donc, c'est pas quelqu'un qui a eu une durée de vie, je dirais, très grande, mais son influence a été excessivement marquante. Il est né dans la ville de Providence, dans le Rhode Island. Peut-être pour nous faire un peu justement son topo, je dirais qu'il y a une particularité déjà en partant là, de Lovecraft où, je dirais comparativement par exemple, si on prend un auteur comme Stephen King, où la popularité qu'il a va faire qu'on va en parler encore dans 100 ans, fort probablement, parce qu'il a été très très marquant. Lovecraft, à son époque, là, il est presque anonyme. Il a été publié dans des revues là, de littérature là, vraiment comme Word's Tale ou Amazing Story. Exactement, oui. Donc, c'est pas un auteur à l'époque qui a une grande influence. En fait, il n'a jamais même été publié sous forme de livre là, à son époque. Il n'aura jamais même eu la chance de voir une de ses œuvres publiées, encore une fois, sous forme de livre. Là. Fait que donc, c'est un auteur qu'on ne pourrait pas qualifier d'important à l'époque. Là. Ça, c'est vraiment... Mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène, je dirais, excessivement important. Là. Puis pour le situer, c'est un peu le fils spirituel d'Edgar Allan Poe qui a écrit plusieurs dizaines d'années auparavant. Mais là, pour une fois, on peut dire que l'élève a dépassé le maître. Là. Oui, je pense, probablement qu'il y a des gens qui pourraient contester notre théorie, mais effectivement, tu sais, Lovecraft, on pourrait dire, Poe, en fait, je dirais, est celui qui a probablement, je dirais, un peu lancé la littérature américaine d'horreur, ou en tout cas plus sombre. Mais clairement, avec Lovecraft, on est vraiment dans une œuvre là, vraiment majeure, importante, qui va vraiment implanter l'horreur là, dans la littérature américaine. Puis qu'est-ce qui caractérise son œuvre? Parce que là, on parle de Lovecraft, mais comment on peut reconnaître ses œuvres? Ben, il y a presque une structure. En fait, ce qui est intéressant même aujourd'hui, je dirais, beaucoup d'auteurs vont même tenter un peu d'imiter le style. Au même titre qu'en fait, Lovecraft est maintenant un adjectif. On va parler de quelque chose qui est Lovecraftien. Okay. Ce qui est assez rare. Là. Même Stephen King n'a actuellement pas encore d'adjectif là, pour qualifier son œuvre. Et donc, une œuvre qu'on pourrait qualifier de Lovecraftienne, en fait, on a souvent une notion, je dirais, de ce qu'on va appeler l'horreur cosmique. Là. C'est-à-dire que c'est comme si, à quelque part, l'humain est insignifiant. Puis l'univers est un peu, je dirais, se fout un peu de l'humain. Là. Donc, l'erreur est vraiment à une échelle excessivement grande. L'humain est excessivement insignifiant. Puis, il y a la notion, beaucoup de la notion de folie aussi, qui est très, très importante dans l'œuvre de Lovecraft. C'est-à-dire que quand les gens se rendent compte, comprennent un peu la grandeur de l'univers et presque son côté sombre, ils vont dégénérer dans la folie. Fait que, on va avoir beaucoup des héros qui vont souvent finir fous, qui vont... Il y a rarement des histoires qui finissent bien là, avec Lovecraft. Ouais. On n'est pas dans un auteur où, avec une fin heureuse... Où les héros gagnent à la fin. Essentiellement, les héros vont finir brisés, encore une fois, en folie. Fait que c'est une œuvre quand même assez, on pourrait dire, sombre, mais encore une fois, il y a vraiment le rapport avec l'échelle cosmique, puis que la vérité, en fait, quand on la comprend, nous brise. Là. Il y a beaucoup de ce rapport-là. Puis... Même quand on arrive un peu même dans les aspects biographiques, on sait que le père de Lovecraft a fini ses jours en institution psychiatrique et que ça a probablement aussi beaucoup teinté son œuvre. Là. OK. Puis quand on parle de ces thématiques, on parle de plus d'occultisme, de dieux anciens, de culte, plus que de tueurs. Là. Tout à fait, oui. Puis donc, on met le mot aussi sur Cthulhu, là, qui est une de ce que... Parce qu'en fait, avec Lovecraft aussi, on vient une mythologie là, qui a créé de toutes pièces. On n'emprunte pas nécessairement, je dirais, aux créatures habituelles, là, les vampires, les loups-garous. Il a vraiment créé son univers, je dirais, avec ses mythologies, effectivement, comme les grands anciens ou des entités là, qui ne nous veulent pas du bien, mais qui, encore une fois, où
le rapport à l'humain est très, très éloigné. Ses œuvres ont sûrement, tu disais, ils ont eu une grande influence. Il a marqué aussi son époque, mais pas à un niveau... c'était pas une superstar ou un écrivain vedette, là. C'est plus... mais les gens le connaissaient. Il y a eu des liens, entre autres, avec Robert Irvin Howard qui a écrit Conan. Il y a eu des influences, là. Oui, en fait, il a été l'influence. Il a été influent, effectivement, parce qu'en fait, on estime à peu près sa correspondance là, aujourd'hui à 100 000 lettres. Donc, en fait, il a été beaucoup reconnu par ses pairs, par des écrivains qui écrivaient du fantastique. Bon, on parlait de Robert Howard avec aussi Conan, Robert Bloch qui a écrit Psychose. Donc, des auteurs qui, je dirais, le regardent et sont un peu admiratifs. Et comme c'était quelqu'un, je pense qu'à la rigueur, qui aimait la correspondance, là, qui entretenait aussi des relations. Donc, il a aussi beaucoup influencé les nouveaux auteurs. Donc, ça a été, oui, effectivement, quelqu'un d'influent, mais du public, la réaction est venue beaucoup plus tard. Je pense que c'était beaucoup en avance aussi sur son temps. Je veux dire, les gens ne comprenaient pas nécessairement là, ce type non plus de littérature. Ouais. Puis on parlait de sa mythologie. Un de ses dieux majeurs, on l'a dit, c'est Cthulhu. De la nouvelle de Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu. Qu'est-ce qui a marqué les gens dans cette mythologie-là? Pourquoi ça a été aussi prenant pour les gens? C'est dur à expliquer, en fait, là, à quel point, pourquoi. Là, parce qu'aujourd'hui, je dirais, il y a les produits dérivés, les jeux de rôle, on peut en revenir là-dessus, mais ça a un impact majeur. Mais le pourquoi, je dirais, qu'est-ce qui a marqué? Je n'ai pas nécessairement d'explication claire à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu en as de ton côté. Peut-être son style littéraire, parce que c'est un littéraire là, qui écrivait excessivement bien, qui décrivait la peur, la terreur, l'indicible, souvent. C'est un thème important aussi. Là. Oui, les choses ne peuvent être décrites parce que sont innommables. L'inconnu, ce qu'on ne connaît pas fait souvent plus peur que ce qu'on connaît. Là. Il créait le mythe au lieu de l'expliquer. Je pense que ça peut peut-être être aussi avoir une incidence. Ben, je pense que tu touches un point aussi, là, au sens où, justement, là, il y a le côté aussi, parce qu'on ne décrit pas nécessairement les choses, ça nous laisse de la place aussi pour être un peu co-créateur. Là. On s'imagine beaucoup alors que... Mais encore une fois, hein, si on regarde quelques nouvelles, mettons, si on regarde At the Mountain of Madness, les montagnes hallucinées, là, on est dans je dirais presque la faiblesse de sa nouvelle, c'est presque de trop décrire. Ouais. Parce qu'on en est à certains moments avec une description excessivement détaillée, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il décrivait peu les choses, fait qu'il nous laissait beaucoup aussi créer aussi. Là. Je pense que ça fait partie un peu des charmes. Mais son écriture, effectivement, là, c'était une écriture qui était très, très belle, mais en même temps aussi presque un peu dépassée pour l'époque. Ouais, plus, parce que ses références à lui étaient beaucoup aussi des auteurs classiques. Fait qu'on est, je pense qu'aussi à son époque, peut-être qu'il déplaisait un peu sur le style. Là. Comment il percevait son époque, d'ailleurs? Parce que le cinéma existait là-dedans. Est-ce qu'il pensait avoir une influence? Comment il percevait ça, l'art, l'écriture, le cinéma à son époque, lui? Ben, au niveau du cinéma, en fait, c'était pas vraiment un cinéphile. Là. Il a vu quelques films. Il a vu, entre autres, Dracula puis Frankenstein, là, 1931. Il a été relativement déçu, même à rigueur, il n'a pas aimé. Mais quand on comprend un peu son rapport au cinéma, il était beaucoup centré, je dirais, sur le côté à quel point on traduisait l'œuvre dans son intégralité. Oui, OK. Donc, à partir du moment où un cinéaste prenait des largesses avec l'écriture, pour lui, là, c'était une trahison. Donc, on voit beaucoup que son regard là, au cinéma je dirais, est un regard plutôt d'équivalence là, entre l'œuvre originale. En fait, le film qu'on constate là, qu'il a le plus aimé, c'est Le Fantôme de l'Opéra, avec Lon Chaney. Malgré qu'il décrit que dans la première partie, c'est endormi, mais essentiellement, c'est un film qu'il a apprécié. Mais clairement, c'est pas un cinéaste là, dans l'âme. Là. On n'est pas dans quelque chose qui l'a beaucoup influencé, à part on sait qu'il y a un film qui aurait probablement contribué à sa nouvelle, l'affaire Charles Dexter Ward. Ouais. Mais essentiellement, là, je dirais, son rapport au cinéma est plutôt éloigné. Parlons-en du cinéma. Qui a adapté Lovecraft en premier au cinéma? Comment ça se fait? C'est quoi les films à voir? La porte est ouverte. La porte est ouverte. En fait, je pense qu'aussi, là, avant de peut-être faire un rapport tout de suite au cinéma, je pense qu'il y a un élément aussi qui est important, c'est que l'œuvre de Lovecraft fait partie du domaine public. OK. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, là, c'est qu'on n'a plus besoin de payer des droits à Lovecraft ou à ses descendants pour utiliser l'œuvre. Puis je pense que ça fait partie aussi de la popularité aussi du côté pop là, de Lovecraft, parce que, bon, on disait tout à l'heure, bon, on a des
toutous, on a des jeux de rôle. J'ai vu un Père Noël Cthulhu il n'y a pas longtemps. J'ai vu aussi récemment là, des sauces piquantes, de la bière. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, c'est que du fait que l'œuvre est intéressante, est intrigante et libre de droit d'auteur, elle est justement, je dirais, presque surutilisée. On est même au stade où à peu près la plupart des gens vont reconnaître, par exemple, quelque chose comme Cthulhu, sans savoir nécessairement d'où vient. Là, sans jamais avoir lu. Puis même au niveau du cinéma, en fait, là, on a beaucoup de films. Là, j'ai pas fait un reportage exhaustif là, sur tous les films là, qui sont en lien avec Lovecraft. Mais il y a beaucoup de gens encore qui vont connaître le nom sans avoir nécessairement vu l'œuvre. Je pense qu'à certains égards, il y a même un décalage entre vraiment la connaissance littéraire là, de l'œuvre. Dans les films, en fait, là, je dirais qu'il y a des adaptations où on va tenter d'adapter Lovecraft, là, je dirais, presque littéralement, ce qui est excessivement difficile, comme tu le disais tantôt. Oui. C'est un auteur qui décrit peu les choses de façon générale. Donc, je dirais, on est toujours un peu... Puis je pense que beaucoup de cinéastes, en fait, se sont positionnés comme ça avec... C'est un défi, là. Ah oui. Adapter Lovecraft en partant, je dirais, c'est un défi. Donc, on est toujours aussi dans une question, à quel point on est dans la fidélité de l'auteur, puis l'auteur qui décrit peu les choses. Pour en avoir lu beaucoup, il y en a qui sont très fidèles. Là. Je pense entre autres à The Reanimator où on est assez fidèle à l'œuvre. Puis il y en a comme lui qui me vient à la tête, c'est From Beyond, où on a fait un film de 2 heures à partir d'une nouvelle de 2 pages et demie. Effectivement. Ouais. Donc, on voit aussi là, que parfois le nom peut être utilisé, je dirais, mais même dans From Beyond, en fait, c'est une bonne comparaison. La nouvelle est relativement très, très courte. Il se passe peu de choses. Ouais. Donc, on a pris une idée là, mais c'est tout. On a pris une idée là, effectivement, puis on a fait un scénario à partir de ça, ce qui donne aussi des résultats intéressants. Là. Oui. Au niveau peut-être des... fait qu'on pourrait qualifier en fait là, le cinéma de Lovecraft en 2 éléments. Les adaptations, je dirais proprement dites, de ces nouvelles. Parce qu'en fait aussi, on peut dire que Lovecraft n'a jamais fait de roman à proprement dit. Là. Le plus près qu'il est allé d'un roman, c'est Les Montagnes hallucinées, là, The Mountain of Madness. Pour ce qui est du reste, c'est vraiment un auteur de nouvelles. Donc, les adaptations. Puis l'autre élément qu'on pourrait aussi trouver, c'est les films qui sont inspirés là, de Lovecraft ou qui ont une atmosphère Lovecraftienne, des thèmes qu'on retrouve dans l'œuvre de Lovecraft, mais qui ne sont pas clairement des adaptations. Okay. On pourrait faire cette séparation-là. Là. Au niveau des adaptations, qu'est-ce qui serait à voir et pourquoi? Reanimator, effectivement, je pense en est un qui est excessivement intéressant, qui est sur certains points, sur le plan, je dirais, de l'histoire ou de la structure, très, très fidèle, effectivement. Sur le style, complètement différent. Là. Par exemple, dans l'œuvre de Lovecraft, il y a très peu, ou à peu près pas d'humour. On ne rit pas. Je pense que c'est une émotion. De toute façon, Lovecraft n'était pas un écrivain très émotionnel, outre la peur. Donc, mais dans Reanimator, effectivement, il y a des scènes très drôles. C'est un film qui est assez gore, alors qu'encore une fois, dans Lovecraft, on n'est pas nécessairement dans ce genre de thématique-là. Mais c'est un film, quand même, qu'on peut dire qui respecte essentiellement l'œuvre. Herbert West is at the top of his class in medical school. How can you teach such dribble? These people are here to learn, and you're closing their minds before they even have a chance. He's brilliant, but a little weird. I've broken the 6 to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. But lately they're getting out of hand. And he's just made a discovery that could wake up the dead. Herbert West has effected reanimation in dead animal tissue. What are you thinking? How do you feel? You? 15 cc's of reagent being administered. Once you wake up the dead, you've got a real mess on your hands. Herbert, you're insane! Now what happened? I had to kill him! He's dead? Not anymore. Herbert West brought a lot of dead people back to life, and not one of them showed any appreciation.
H.P. Lovecraft's classic tale of horror, Reanimator. Mr. West. You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head get a job in a sideshow? It will scare you to pieces. Il y a un groupe qui est intéressant là, qui s'appelle le H.P. Lovecraft Historical Society, qui ont fait en fait 2 films. Puis ils ont aussi fait beaucoup d'adaptations de Lovecraft, mais via ce qu'on pourrait appeler des audiobooks là, ou du théâtre, je dirais plutôt sonore. Oui, comme du radio-théâtre à l'époque. Radio-théâtre, en fait. Puis leur démarche, en fait, est intéressante où ce qu'ils veulent, en fait, c'est de faire des films qui auraient pu exister à l'époque de Lovecraft ou faire des adaptations qu'on aurait entendues à la radio à l'époque. Là. Ils font un travail excessivement intéressant. Puis en fait, peut-être juste une anecdote, le HP, le Historical Society, c'était des gens qui jouaient à un jeu de rôle là, qui s'appelle, non pas un jeu de rôle, mais un jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Okay. Ils se sont fait intercepter par la police sur un campus universitaire en se disant « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? » Puis il y a un des membres qui a dit « Ben, on est le Historical Society là, qui s'intéresse à Lovecraft. » Puis bon, la police les a laissés passer. Puis à partir de là, c'est devenu un nom récurrent. Donc, ils ont produit 2 films. Okay. Un premier qui est l'appel de Cthulhu, Call of Cthulhu, 2005, qui est excessivement intéressant parce qu'on a fait un film muet. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est faire un film que Lovecraft aurait pu voir à son époque. Okay. Donc, c'est un film muet, c'est un film en noir et blanc. Et tous les effets spéciaux sont des effets spéciaux qui auraient pu être faits dans les années 30. Puis c'est vraiment bien réussi. C'est très bien réussi. C'est excessivement intéressant. Très fidèle, puis il y a une nouvelle qui n'est pas facile à adapter. L'appel de Cthulhu, c'est pas une nouvelle qui est facile à adapter parce qu'on a beaucoup de changements de personnages. Ils ont fait un 2e film qui s'appelle Whisperer in the Darkness en 2011. Même chose, film noir et blanc. Cette fois-ci, c'est un film parlant. Okay. Mais encore une fois, avec des effets spéciaux qui auraient pu être d'époque. Au niveau, là, je dirais encore une fois, de l'adaptation, je pense que sont très durs à battre là, parce qu'ils ont vraiment un souci d'avoir quelque chose qui c'est leur objectif. C'est leur objectif. C'est pas un objectif financier ou de faire des recettes au box-office, c'est d'être fidèle à l'œuvre de Lovecraft. Exactement. Là, on est vraiment là-dedans. Puis, je dirais aussi de s'amuser. Là. Clairement, on voit là, que les acteurs c'est un travail plutôt de fans. Là. Mais la qualité est quand même au rendez-vous. Là. Ever their praises and abundance to the black go to the woods. Ia Shavnigura. Ya Shavnigura, the black goat of the woods with 1,000 young. On the wings of night, out beyond space, out beyond. That whereof Yuggoth is the youngest child, rolling alone in the black ether at the rim. Go out among men and find the ways thereof, that he in the gulf may know. To Nyarlathotep must all things be told. Nyarlathotep, great messenger, bringer of strange joy to Yuggoth through the void, father among the million favored ones, stalker among... Il y a Necronomicon en 1994 avec Brian Usna où c'est des petites
histoires qui sont adaptées là, de Lovecraft. Certaines nouvelles sont assez proches, là, donc Cold Air, c'en est une. C'est intéressant, c'est des petites histoires, c'est une belle représentation aussi là, d'adaptation, je dirais, assez proche. Puis après ça, on va tomber dans ce qu'on pourrait appeler aussi des films là, qui sont beaucoup plus d'inspiration. Oui. Bon, on pourrait y aller avec The Thing. The Thing qui est la suite logique de Mountain of Madness, là. Effectivement, là, on reconnaît beaucoup, je dirais, des thèmes là, qui sont présents dans Lovecraft. Plus que les thèmes. On fait même référence à l'expédition qu'on voyait dans Mountain of Madness. Ils sont à la recherche de cette expédition-là. C'est pour ça qu'ils se retrouvent en Antarctique. Ouais. C'est vraiment, là, je dirais, encore une fois, là, on n'est pas dans une adaptation littérale, mais on est dans l'influence, on a des thèmes, puis des éléments aussi qu'on va retrouver dans la nouvelle. The Thing, je pense que c'est un incontournable aussi là-dedans. On peut y aller aussi même avec Alien. Oui. Qui est vraiment aussi, là, je dirais, le côté... on commence à parler un peu, je dirais, de la science-fiction, mais il y a un peu cette notion-là aussi dans Lovecraft, là. Tu sais, que l'espace ne nous veut pas du bien. Oui. Qu'on a quand même des influences aussi là, qu'on peut voir au niveau de Alien. The Void en 2016, qui est une coproduction canadienne qui est super intéressante aussi, où on est beaucoup justement dans les influences là, de Lovecraft, sans nécessairement le nommer, mais on va avoir les cultistes aussi. C'est ça, l'effet des cultistes qui est très, très, très bien réussi. Là. C'est un excellent film, encore une fois, là, vraiment dans l'influence de Lovecraft. Là, puis je pense que comme coproduction canadienne, là, juste pour ça, c'est intéressant. In the Mouth of Madness de John Carpenter également. Oui. Aussi très, très, très inspiré là, de Lovecraft. La folie, le rapport au réel, puis le personnage qui graduellement, je dirais, ça on sait plus si ouais. Sam Neill est vraiment... très solide. Il est solide. Là. J'ai réécouté dernièrement. Là. Un très bon acteur à ce niveau-là. You're absolutely mad. The riots began because the stores could not meet the demands of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared 2 months ago without a trace. He's the guy that writes horror books. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. I need to know if he's alive or dead, and I need that book. It's a setup. It's just that. I just have to work out how it's set up. Kane's writing has been known to have an effect on his readers. See this? It's a map. This whole thing has been staged. You just get out. This is not reality. It's all happening for real, Trent. I know this book will drive people crazy. Let's hope so. The movie comes out next month. Dagon, aussi, là, qui est... en fait, il porte le titre Dagon de la nouvelle Dagon, mais qui est beaucoup plus une adaptation là, de la nouvelle Shadow of Innsmouth. Est-ce que je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est une très belle adaptation aussi. Là. On est vraiment assez proche je dirais de l'original. C'est le même réalisateur d'ailleurs que Reanimator. Là. We are in a boat off the coast of España. Honey, our stock could be going underwater and we wouldn't even know it. What are you doing? I'm just going on vacation. I'd say we've got a storm coming up. Brace yourself! We're gonna have to take the raft into that town for help. Hello? We need help! What kind of church is this? What the hell's going on here? I'm supposed to meet someone here? A woman? Senorita?
what's wrong with everybody in this town? I tell you a secret. No one leaves. People come, but no one leaves. Why are you trying to kill us? What did we do to you? I am here. I've been waiting for you. Barbara? They display them. And the child will be immortal. If it happens to me, you've got to promise you'll kill me. Come on, motherfucker. We are children of Dagon. It is your destiny. You will forget your world and your friends. There will be no time. No today, no yesterday. Only the forever. And forever. And forever without end. I don't have a choice, do I? J'ai amené quelques éléments aussi, là, je dirais, qui font partie des fois où l'influence est relativement lointaine, mais que c'est des clins d'œil, entre autres Evil Dead. Oui, le Necronomicon. Le Necronomicon là, qui fait partie là, justement de ce qui vient de l'œuvre de Lovecraft, qui est un clin d'œil là, justement qu'on va voir dans Evil Dead. Outre ça, à peu près pas d'influence qu'on peut détecter, mais on voit souvent ça aussi, je dirais, au cinéma, des clins d'œil à Lovecraft là, qui sont souvent présents. Là. Qu'est-ce qui en reste de Lovecraft aujourd'hui? Ben, je dirais une foule de produits dérivés dont Lovecraft n'aura jamais en fait lui-même bénéficié. Une œuvre en expansion. Je pense que aussi c'est important de le dire. Oui, il y a beaucoup de gens qui font du pastiche de Lovecraft. Là. Stephen King est passé par là d'ailleurs à ses débuts. Oui, effectivement. Là, donc, celui qui garde le verre, là, qui est une nouvelle de son roman, son recueil de nouvelles Danse macabre, qui est clairement, je dirais, un hommage à Lovecraft. Donc, on a vraiment une mythologie qui est en expansion, que les auteurs, je dirais, beaucoup d'auteurs vont vouloir s'inspirer d'eux. Il y a énormément d'écrivains, je dirais, qui vont même s'afficher comme étant des auteurs qui font appelons ça encore une fois, de la littérature Lovecraftienne. Donc, c'est un des rares auteurs, en tout cas au niveau de l'horreur, qui a eu une influence aussi, je dirais, marquante, là, tant au cinéma que dans encore une fois, les produits dérivés, les jeux, à peu près tout ce qu'on peut penser. Là. Merci beaucoup, Jimmy. C'était très, très, très intéressant. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine!